Bon, je vous propose qu'on poursuive cet après-midi consacré à la cybersécurité. On va commencer par une petite démonstration des faiblesses d'outils qu'on utilise très couramment, qu'on a tous sur nous, et qui sont là, qui va être là pour démontrer aussi l'intérêt de la sécurité, de la cybersécurité, de prendre le temps de se poser un certain nombre de questions sur les outils qu'on utilise aujourd'hui. Je laisse la parole à Mounir qui va nous faire cette démonstration. Merci Patrick, bonjour à tous. C'est comme d'hab un immense plaisir d'être avec vous. Je tiens à saluer Monsieur Roquette que j'ai repéré au premier rang. Merci pour votre venue. Alors Monsieur Roquette, il a une particularité, c'est que c'est un combattant. Et quand on fait de la cybersécurité, c'est soit on est un combattant parce qu'on a compris que la sécurité c'est un combat, soit on a renoncé. Et Monsieur Roquette fait partie des rares qui ne renoncent pas et qui sont dans la véritable lutte, puisque c'est une lutte du quotidien. Je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai dormi 1 heure. Ça fait 2 semaines que je suis en train d'essuyer les plâtres d'attaques massives sur des CMS, parce que c'est les vacances, parce que des étudiants se disent que ça serait peut-être bien de tester des outils sécurité, de voir un peu ce que ça fait. Et donc le web est à feu en sang depuis 2 semaines et nous on dort plus. C'est un peu ça notre taf. On a un taf d'urgentiste, on peut être les plus gradés, les plus diplômés. En réalité, on est tous au charbon, infirmiers, en train de soigner les malades. C'est extrêmement passionnant, sinon on le ferait pas. Mais la réalité, c'est qu'on vit vraiment dans un monde à feu et à sang. Je voudrais vous montrer aujourd'hui, au travers d'une démo qui concerne quelques petits détournements qu'on peut faire avec du NFC. Et puisqu'on est dans une journée dédiée au retail, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un terminal de paiement sans contact, qu'on trouve maintenant chez la plupart des e-commerçants. Cela sans, comme d'habitude, avoir besoin de grandes compétences techniques. Quand on fait des ateliers comme ça, on les fait simples. On rentre pas trop dans les protocoles, les spécifications, parce que ça barbe tout le monde. Et de toute façon, généralement, même la personne qui parle ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc, autant faire simple et honnête, vous montrer avec des grosses flèches, des grosses images, la réalité des risques, les applications qu'on peut utiliser, que vous pourrez utiliser facilement pour vous amuser à faire ce type de détournement. Ça permettra, je pense, d'avoir une sensibilisation par l'exemple, c'est toujours la meilleure, des risques qui sont encourus. Comment... Merci. Ça me fout les boules parce que j'ai pris 10 kilos et voir ma tête comme ça, c'est pas... On va laisser les slides si vous voulez bien. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Mourouche Mounir, je suis membre du GIE Suricat Concept, qui est un groupement de cette société. On évolue tous plus ou moins dans le domaine de la cyberdéfense. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous pouvez aller sur suricatconcept.com pour voir un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Je suis aussi et surtout membre d'un magnifique cluster qui s'appelle le cluster CNCS, qui a été initié par la région et qui est gentiment impulsé et domicilié par Euratechnologies, qui est la preuve concrète que le monde de la cybersécurité en particulier se fédère et s'organise. Les gens commencent à prendre conscience que c'est une véritable bataille qu'il faut maintenant livrer. C'est la guerre. On le dit avec le sourire, mais je peux vous assurer que c'est la guerre. Et donc, avec les acteurs du domaine, avec les utilisateurs, avec les différentes filières, les labos de recherche, les écoles, on essaye ensemble de faire avancer le monde de la sécurité pour un monde plus sûr, pour un monde un peu plus ancré dans la confiance numérique, puisque c'est le nom du cluster. Et puis de démocratiser les usages. C'est entre autres pour ça que je suis présent aujourd'hui. Le but, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, qui dit sensibilisation dit simplification. Les ficelles seront un petit peu grossières, mais le but, c'est qu'on comprenne. Je m'arrête là pour les présentations. Alors, la fable, c'est pas moi qui ai choisi le titre, ce qui fait que je dois en assumer la lourde responsabilité et essayer de gérer ça. Je vais vous raconter un début de fable. C'est l'histoire d'un commerçant, alors maître commerçant, complètement perché, pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies, qui s'installe dans son magasin, que sa banque a installé souvent bon gré mal gré, tenait en sa main un terminal near field de communication de paiement sans contact par radio frequency identification. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour les puristes, j'ai mélangé 2 technos, j'ai mélangé le RFID et le NFC
Bon, m'en voulez pas trop si je suis pas trop dans la technique aujourd'hui. Les techos, comme je vous le dis souvent, ils viennent me voir à la fin, on pourra avoir un échange. Là, je vais vraiment être dans la simplification. Notre commerçant, sur son arbre est complètement perché, se retrouve avec un appareil chez lui, dont on lui dit, alors, un terminal, je vous le remontrerai tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à ça, hein, c'est le boîtier que vous avez vu chez quasiment tous les commerçants. C'est un petit bidule dans lequel on peut soit insérer sa carte bleue pour réaliser une transaction, soit la passer à moins de 10 cm pour faire la même chose mais sans contact. C'est quoi le sans contact et c'est quoi le risque ? Pour comprendre un petit peu le risque du sans contact, il faut revenir très rapidement l'année passée, à la même période, au Euratech Summer, où je vous ai présenté une démo d'intrusion, où on s'amusait à attaquer un dispositif, un objet connecté, et où on a fait tout un tas de choses rigolotes avec du sans contact. Juste pour info et pour savoir si je dois détailler, qui était là à ma conférence de l'année passée ? Ok. Alors, je vais rapidement, parce que le temps presse, revenir dessus. En gros, on a réalisé une démo d'intrusion. L'objectif, c'était de faire une compilation d'un certain nombre d'interventions qu'on a réalisées durant courant 2015 dans pas mal d'instituts, d'organisations, d'écoles, d'endroits où les gens estimaient qu'ils avaient besoin de sensibilisation en sécurité. Et on a fait un best-of en montrant dans une conf, un peu mise en scène, hein, bien sûr, comment on pouvait exploiter en gros, 1 an de failles, 1 an de détournement, d'ateliers rigolos sécurité. Donc on s'était amusé, au travers d'attaques de multiples niveaux, à attaquer le Smart Connect, c'est-à-dire le petit logiciel qu'on a, qui souvent synchronise nos périphériques Bluetooth, souvent sur Android, donc du Bluetooth. Une victime, sans la victime, c'est jamais drôle. La technologie NFC qui peut être activée une fois qu'on a un accès à l'appareil. Donc pour faire simple, on attaque le petit kit Bluetooth. Du kit Bluetooth, on se retrouve sur le téléphone. Du téléphone, vu qu'on est dessus, on va s'amuser. On active le NFC. Beaucoup de smartphones maintenant l'ont. Si vous avez un smartphone dans votre poche, vous avez très certainement une option NFC. De là, on s'est amusé puisque le téléphone était dans la poche de quelqu'un à aller lire ce qu'il y avait sur sa carte passe-passe. Grâce à une application géniale développée par le CITC, on a pu récupérer la liste des dernières transactions, autrement dit savoir où il habite, savoir où il bosse, plus ou moins, puisque ce sont les endroits où il part le matin et où il revient le soir. Mais également aller lire ce qui se passe sur sa carte bleue, également NFC. Et donc on a pu afficher la liste de ses dernières transactions bancaires avec la devise, le paiement, parfois le commerçant selon le type de carte. On a continué à s'amuser, ça n'a plus rien à voir avec le sans contact, mais c'est du distant. Dans le smartphone, il y avait une application de vidéosurveillance, une caméra IP, comme souvent on a pour contrôler un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc on a montré un live de l'appart de la personne. Tout ça, grâce à une malheureuse faille de sécurité d'un petit kit Bluetooth, tout gentil, très beau, dernière technologie, mais qui simplement avait le malheur de ne pas pouvoir être mis à jour. Et c'est le grand malheur des objets connectés, c'est le grand malheur d'un certain nombre de terminaux, tout comme le terminal que je vous ai montré. Ils sont conçus, c'est une aberration mais c'est comme ça, sans protocole permettant des mises à jour. C'est-à-dire vous l'avez une fois, 2 semaines après est déclarée sur ce périphérique une faille critique de sécurité, pendant quelques années vous la trimballez, c'est votre lot. Je vous donne un exemple très récent. Durant la nuit du hack, il me semble, d'il y a quelques jours, un professeur de la licence CDSI, comment il s'appelle, Angélique ? T'es sûr que t'es en CDSI ? Donc un prof de la licence CDSI a fait une démonstration de détournement avec une télécommande de Freebox en montrant qu'il était possible d'avoir accès à l'OS, au WebOS qui est sur la Freebox, à la liste des URL qui étaient accédées, aux messages téléphoniques qui étaient éventuellement enregistrés dessus, etc., etc. Ça, en soi, c'est fréquent. Le problème, c'est que là, Free expliquait que dans la mesure où c'était intrinsèque au protocole, c'était foutu. Il n'a pas dit comme ça, hein, il a mis les termes marketing qui vont autour, mais en gros, malheureusement, le protocole est faillible. Le protocole, il est intégré dans l'hardware et jusqu'au prochain changement de matériel, on est obligé de se le trimballer. Alors rassurez-vous, tout va bien. À moins que vous soyez à quelques dizaines de mètres de la personne, vous ne pouvez rien faire. C'est super rassurant. On revient en 2016. Et on va faire un petit zoom sur les terminaux de paiement. Alors bon, ça ressemble à ça, hein, je vous l'ai montré, peut-être ceux qui sont loin l'ont pas vu. Vous avez tous vu ça chez un e-commerçant, ça se démocratise à fond. Maintenant, ils font même des bracelets de paiement sans contact pour les events.
Vous allez à la piscine, par exemple, vous avez un bracelet qui est hydrofuge et qui vous permet d'aller acheter votre boisson dès que vous sortez de la piscine, vous prendre un sandwich, vous balader dans le parc. Pour que vous compreniez l'ampleur du problème, je vais vous citer rapidement quelques infos. D'après l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, la fraude bancaire en 2015 représente plus d'un demi-milliard d'euros en France. Je crois que c'est 522 millions de mémoire en France. Plus de la moitié des transactions frauduleuses sont réalisées à l'étranger. Donc vous pouvez comprendre que d'un point de vue juridique, mettre en place des poursuites, avoir gain de cause, ça devient tout de suite très compliqué. Surtout pour des fraudes qui seraient de l'ordre de dizaines ou de centaines d'euros seulement. Leur nombre explose. Chaque année, on a une hausse majeure du nombre de transactions frauduleuses, du volume global de fraude. Néanmoins, la fraude en point de vente ne représente que 0,009% des montants dépensés. En gros, ça veut dire qu'un e-commerçant qui encaisserait pour 10 000 euros, il n'y aurait qu'un euro fraudé dedans. Ça reste peu. Ça reste peu et pourtant, ça fait quand même un demi-milliard. Alors, c'est rassurant et c'est inquiétant. C'est rassurant de se dire que le volume de fraude est faible. C'est inquiétant de se dire que les mecs dont c'est le fonds de commerce ont toute l'attitude de gonfler leur marge dans la mesure où le marché reste encore à conquérir. La fraude en point de vente. Et si on s'en faisait une petite, comme ça, en live, ça vous dit? Est-ce qu'il y a un e-commerçant dans la pièce? Allez. Bon, j'ai ramené un TPE. On va rapidement comprendre le mécanisme avant de passer à l'attaque. Le blocage de la devise fait sauter la limitation sur les montants. Alors, ça, c'est une faille qui a été repérée en 2014 qui, pour bon nombre de TPE et de banques, n'a pas encore été corrigée. C'est extrêmement à la fois rigolo et inquiétant. Normalement, vous êtes limité, et c'est d'ailleurs un argument pour la sécurité et pour démocratiser les cartes, à maximum 5 transactions de maximum 19 ou 20 euros selon les banques par jour. Ça fait que 100 balles de fraude par jour. Ça va encore. On ne peut pas vous arnaquer 1 million d'euros comme ça, si tant est qu'on les ait. Une équipe de chercheurs de Londres, il me semble, s'est amusée à faire un test. Quand vous avez un terminal, il est bloqué sur une devise. C'est beaucoup plus simple comme ça. Vous avez un terminal, il est en euros. Vous n'avez pas besoin de changer la devise. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on force le fait que la transaction se fait par exemple en lire ou en dollars? Eh ben, la limite saute. On n'est plus limité à 20, on peut passer à 20 000. On peut passer à limite max du TPE, 999 000 et 99 centimes. Autrement dit, si vous mettez ça en lire, ça fait plus d'1 million d'euros. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça sur leur carte, c'est pas mon cas. Néanmoins, la perspective de se faire prendre potentiellement plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros par une transaction frauduleuse, et vous allez voir que c'est simplissime, est plutôt inquiétante. Une transaction validée n'est pas transmise immédiatement à la banque. Ça veut dire que quand vous avez des transactions qui sont enregistrées, par exemple, avec un terminal relié en Wi-Fi ou relié en GSM, votre transaction est validée par le terminal, mais elle ne passe pas tout de suite dans le flux, qu'on appelle le flux en anglais EMV, je crois que c'est Euro Pay Mastercard Visa. Personne pour confirmer? C'est ça? Merci. Et donc toute la série de transactions qu'on peut effectuer avant la nouvelle synchronisation du boîtier sont pour l'instant stockées offline. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement influer sur le temps de traitement, de synchronisation des transactions. Alors pourquoi, me direz-vous, c'est quoi l'intérêt de retarder les transactions? Alors oui, on peut, et sur un TPE GSM, c'est simplissime. Ensuite, je vous dirai à quoi ça sert. La recette, c'est tout d'abord un TPE GSM. Je vous en montre un ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit GSM celui-là. Si, c'est un GSM. Un brouilleur pour brouiller le GSM. Et c'est tout. Alors on va analyser ce qui se passe. Je branche mon bidule qui est connecté. Bon, j'ai de toute façon toujours des transactions, j'ai des logs d'opérations qui se passent. Il essaie de dialoguer avec l'extérieur, de se synchroniser. Donc que ce soit en Wi-Fi ici ou avec n'importe quel type de protocole. Son but c'est d'avoir un accès externe. Je vais utiliser un brouilleur qu'on trouve made in China pour quelques centaines d'euros pour un brouilleur de qualité et moins d'une vingtaine d'euros pour le premier de gamme venu. J'active ma fonction de brouillage.
et pouf, alors on voit pas des masses, connection lost, et là, ben, il synchronise plus du tout. Il est un peu perdu, il se dit, bon, je vais stocker mes transactions, puis je reviendrai plus tard et je les enverrai je les enverrai toutes d'un coup. Bon, c'est bien, on a bloqué des transactions, on a pourri la vie d'un commerçant, mais alors, eh ben, avec toutes les transactions qu'on a bloquées, concrètement, ce qu'on a fait, c'est empêcher leur passage dans le flux, dans l'ensemble de protocoles qui va amener jusqu'à la validation bancaire cette fois-ci. Et donc, on va pouvoir les détourner, pourquoi pas ailleurs, discrètement. En gros, on va pouvoir frauder. Je reviens à la théorie. Il y a plusieurs choses à savoir pour comprendre un petit peu ce qui se passe. La validation d'une transaction n'est pas basée sur l'authentification du marchand. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement inquiétant. Sur la plupart des terminals, une transaction peut passer d'un TPE à un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ID marchand qui permet d'authentifier la transaction une fois qu'elle est interceptée, puis ensuite de la passer dans le flux. Vous n'avez pas dans votre TPE un mécanisme qui dit « Attention, moi je n'accepte que les trucs qui sont liés et spécifiques à cet ID marchand, et derrière, tout le reste, ça ne vaut pas. » Ça veut dire que, alors c'est pas tout à fait vrai, hein, mais je vous dis, je suis dans la simplification, il y a des TPE qui mettent des sommes de contrôle, mais l'idée c'est de dire que ça veut dire que je peux prendre une empreinte issue d'un terminal, la faire passer ailleurs et la valider sur un autre, un terminal à l'autre bout du monde par exemple. Et donc possible de rejouer une transaction sur un TPE différent. Si j'ai mis l'image de la Terre, c'est que généralement on fait pas ça en Belgique. Et certaines transactions vont donc pouvoir être désynchronisées et validées ailleurs, d'où le brouillage. On active notre brouilleur, toutes les transactions réalisées sont mises en suspens, et dans certaines grandes enseignes, il y en a beaucoup des transactions, et puis on les rejoue ailleurs. Alors du coup, il va se passer deux choses possibles, selon la banque, selon le protocole, selon le matos. Une fois qu'on va réactiver la transaction, soit elle sera validée, et du coup, deux fois. Une fois à l'étranger et une fois chez le commerçant. Soit elle sera refusée pour le commerçant. Autrement dit, la personne lésée, cette fois-ci, sera le commerçant. Dans le premier cas de figure, c'est un petit peu difficile. Le client va se dire qu'il y a un problème, qu'il a eu deux fois une validation. Il va aller chez son commerçant va lui montrer ses relevés en disant non, moi j'ai bien qu'une transaction, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est peut-être un problème au niveau de ta banque, etc. Dans le second cas de figure, ou le premier, je m'en mêle les pinceaux, le commerçant va se retrouver avec une perte de chiffres liée au fait que sa transaction n'a pas été validée alors qu'il y a bien un ticket qui est sorti, etc. Le client lui dira mais attendez, moi j'ai bien été débité sur mon compte, voilà le relevé, débrouillez avec votre banque, moi j'ai payé. Alors le forward de transaction, il peut s'opérer avec un petit outil, par exemple NFC Proxy. NFC Proxy, c'est un outil qu'on trouve sur les terminaux Android. Ça marche. 5, si tu me salues ou il reste 5 minutes? Ouais, j'en suis à peu près là de toute façon. Sur les terminaux Android, ça peut marcher sur une Raspberry. En gros, vous avez trouvé le principe génial. Si je valide une transaction avec, par exemple, un smartphone, qui peut aussi faire office de NFC, je peux l'envoyer sur un smartphone à l'autre bout du monde ou sur un dispositif quelconque, par exemple en Wi-Fi, et faire valider ma transaction bancaire ailleurs. Par exemple, là je vous ai donné l'exemple TPE, on va le faire à l'envers. Je prends l'empreinte de carte de Monsieur Roquette. Il laissera faire, il est très poli, Monsieur Roquette. Cette empreinte, je vais l'envoyer. Quel pays vous affectionnez tout particulièrement? Allez, Dubaï. Je vous l'envoie à Dubaï et je vous la valide à Dubaï. Alors, vite fait, les cas d'usage possibles avec notre brouillage, on peut forwarder des transactions qui ont été désynchronisées, autrement dit les envoyer ailleurs, c'est ce qu'on vient de dire, et on peut aussi voler de nouvelles transactions. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'amuser à prendre une transaction sur deux d'un e-commerçant. On brouille, on envoie, puis celle d'après elle passe, puis celle d'après on brouille. Pour l'e-commerçant, il y a clairement un problème technique. Il va essayer de débrancher, rebrancher, il se dit il y a un souci, quoi, c'est pas possible, j'ai une transaction sur deux qui passe. Il va jamais se dire qu'il a un vol de données avec une certaine dose d'aléatoire. Forwarder des transactions, voler de nouvelles transactions. En gros, le forward, c'est très simple. J'ai un terminal qui est désynchronisé. Vous voyez la tentative de connexion en cours. Et je l'envoie via, par exemple, NFC Proxy vers un autre terminal qui, lui, va valider la transaction. Je termine sur un truc. C'est quoi l'étape suivante? Je voulais, mais le temps me manque malheureusement, vous montrer aussi qu'on peut s'amuser avec les cartes de fidélité, qui sont souvent maintenant avec des puces NFC, avec des petits tags dedans pour vous identifier, qu'on peut s'amuser à dupliquer des cartes. J'ai été, alors je vais éviter de dire le nom, dans une chaîne de restaurants,
dans laquelle il nous était possible d'avoir des cartes à l'entrée qui correspondent à la formule du menu qu'on a choisi. La carte est chargée avec ce qu'on a pris, et puis on passe à la caisse, et à la fin, on est débité que de l'autre formule. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est prendre la carte la plus basse, quelqu'un à table s'amuse à prendre le menu plus haut, on fait un copier et un coller sur tous les tags. Il n'était pas protégé en écriture, il n'était pas protégé contre la copie. On était tous en formule Unlimited Best of Extra VIP. J'en reste là. En gros, sachez que la collecte de data en milieu urbain est extrêmement facile. Vous utilisez un dispositif comme ça ou même votre smartphone. Vous êtes dans le métro et vous dites pardon, attention, je veux passer, excusez-moi, hop, et vous avez récupéré 5 cartes bleues. Presque tout le monde a du sans contact maintenant. Il suffit de toucher les bonnes zones et vous récupérez des transactions. Vous les rejouez à Dubaï. Il y a beaucoup d'attaques NFC possibles, essentiellement conceptuelles. Il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont particulièrement complexes à réaliser. Il y a le eavesdropping, qui est l'écoute. C'est tout simplement le fait d'aller écouter les informations qui sont transmises pour pouvoir les voler. Il y a le DOS, c'est-à-dire bousiller soit un terminal en le saturant de données, soit faire du brouillage, soit tout un tas de choses qui vont faire un déni de service, empêcher le bon fonctionnement. La data modification est extrêmement complexe, j'ai envie de dire que c'est quasiment militaire. C'est aller au moment où un signal est envoyé, autrement dit des ondes, faut imaginer ça un peu comme la radio, perturber ces ondes pour que le signal émis corresponde à ce que nous on veut envoyer en termes de modulation de fréquence. Donc c'est très hardcore à réaliser, mais avec les bonnes technologies, en gros, on peut brouiller un signal et envoyer les datas qu'on veut. Et par exemple, une transaction qui était de 2 €, on la fait passer à 19 ou à 95 $ par exemple. Et finalement le forward qu'on a vu ensemble. J'en reste là, le but c'était vraiment la vulgarisation. J'espère que je n'ai pas été ni trop long, ni trop complexe, ni trop rapide.